Et si je te disais que tu n'es pas vraiment celui que tu crois être, mais une image déformée? Et si cette auto-image que tu as portée pendant des années ne t'appartenait pas entièrement? Et si, au lieu de vivre depuis ton être véritable, tu avais réagi, choisi et rêvé à partir d'une identité façonnée par une douleur que tu n'as pas su intégrer? La plupart d'entre nous grandit avec une perception de soi construite à partir de ce que les autres nous ont dit par des mots, des gestes ou des silences que nous étions. Mais cette perception est souvent plus liée à nos blessures qu'à notre essence. Ce texte est une invitation à regarder au-delà de cette image apprise, à explorer avec courage les racines de notre concept de soi et à commencer à découvrir qui nous sommes vraiment lorsque nous cessons de nous identifier à notre passé. Dès les premières années, un enfant commence à construire son identité à travers la manière dont il est traité par ceux qui l'entourent. Lorsqu'il perçoit de l'abandon, de l'indifférence ou du rejet, il est courant qu'il interprète ses comportements comme des signes indiquant qu'il est lui-même le problème. Il peut même en venir à croire que les conflits entre ses parents sont une conséquence directe de son existence ou de son comportement. Dans son monde émotionnel, il ne peut pas encore concevoir que les tensions entre adultes puissent avoir des origines totalement indépendantes de lui. Ainsi naît un paradoxe douloureux, une perception déformée de soi-même qui s'ancre profondément et conditionne sa manière d'être au monde. Cette perception ne disparaît pas avec le temps. La voix intérieure qui l'accompagne à l'âge adulte, connue sous le nom de voix parentale, porte l'empreinte de ses premières expériences. Cette voix ne se forme pas uniquement à travers des mots explicites, mais aussi par des regards, des gestes, des silences, des attitudes et des façons d'être traité. Bien souvent, ce qui marque le plus un enfant, ce n'est pas ce qu'on lui dit, mais ce qu'on lui refuse. L'affection, la reconnaissance, la permission d'être. Et il ne s'agit pas seulement de l'influence des parents biologiques. Cet écho émotionnel provient aussi des personnes qui ont pris soin de lui, des enseignants, des membres de la famille, voire des camarades d'enfance qui ont eu un impact sur sa manière de se percevoir. Chaque interaction significative durant les premières années de vie contribue à former cette voix qui s'internalise ensuite et qui devient plus tard une partie du dialogue intérieur quotidien. Parfois, cette voix guide avec tendresse. D'autres fois, elle devient une critique impitoyable, un murmure constant qui renforce l'insécurité ou le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Cette voix parentale s'ancre dans des zones du cerveau liées à la mémoire émotionnelle et sensorielle, comme l'hypothalamus, le système limbique et l'hémisphère droit, échappant ainsi au raisonnement conscient. Autrement dit, elle est plus connectée à ce que nous ressentons qu'à ce que nous pensons. Ce que l'on appelle l'ego parental est constitué d'images, d'émotions et de sensations qui alimentent une conversation intérieure, laquelle se transforme souvent en rumination, en jugement de soi, en obstacles émotionnels qui limitent nos actions et nos décisions. Quand nous parlons de l'ego parental, nous ne faisons pas uniquement référence aux parents, mais à tout l'environnement qui a façonné le concept de soi de l'enfant. Cet héritage émotionnel peut se manifester à l'âge adulte sous forme d'une posture soumise, d'un manque de limites personnelles ou d'une rébellion contenue qui n'a jamais eu l'espace pour s'exprimer en toute sécurité. Il est fréquent que l'adulte, sans en avoir conscience, soit attiré par des environnements où il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent ou ce dont il a besoin. Non pas parce que cela lui fait du bien, mais parce que cela lui est familier. Dans ces contextes, même si l'inconfort se répète, apparaît aussi un espoir inconscient. Cette fois, ce sera différent, comme si en revivant le même scénario, on pouvait enfin recevoir ce qui a manqué.
Il est frappant de penser qu'une personne puisse être prête à répéter la même douleur vécue dans l'enfance dans l'espoir, souvent inconscient, de réécrire son histoire. Ainsi, face à des figures d'autorité, de nombreux adultes se sentent diminués, comme s'ils retournaient dans cet état émotionnel de vulnérabilité qu'ils ont connu autrefois. Ils se font petits, se taisent, doutent d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils ont des raisons et des ressources pour agir avec assurance. Lorsque l'ego parental s'active, ses effets ne se limitent pas à une attitude soumise ou incertaine. Dans certains cas, la réaction peut être complètement opposée, une posture autoritaire ou dominante qui reflète une identification à la figure qui a imposé la peur ou le contrôle durant l'enfance. L'adulte blessé peut adopter le rôle de celui qui blesse, reproduisant les dynamiques qu'il a subies, que ce soit envers les autres ou envers lui-même. Ainsi, traiter les autres avec critique, mépris ou exigence excessive devient le reflet d'un schéma non résolu, une manière inconsciente de répéter ce qui a été appris. Ce qui est paradoxal, c'est que ces attitudes, soumission ou agressivité, sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Des expressions différentes d'une même douleur émotionnelle non reconnue et du même désir insatisfait d'amour, de validation et de sécurité. Un enfant qui n'a pas été écouté ou valorisé peut devenir un adulte qui exige de l'attention de manière violente, ou bien quelqu'un qui craint de s'exprimer par peur de ne pas être accepté. Ces deux réponses trouvent leurs racines dans des expériences précoces qui ont profondément marqué son identité. Quand, dans le cadre familial, une figure exerce de la domination et qu'une autre se montre soumise, l'enfant a tendance à s'identifier à l'une d'elles. S'il s'identifie à la figure dominante, il peut reproduire ce même schéma une fois adulte. Il contrôle, impose, voire méprise ceux qu'il perçoit comme faibles. En revanche, s'il s'identifie à la figure soumise, il peut se sentir incapable de se débrouiller seul, ayant toujours besoin de l'approbation ou du soutien de quelqu'un d'autre pour prendre des décisions. Dans les deux cas, son autonomie émotionnelle est affectée. C'est ici qu'apparaît l'un des plus grands obstacles au changement à l'âge adulte, l'attachement à ce concept de soi forgé durant les premières années. Nous nous accrochons à l'image de ce que nous croyons être parce qu'elle est avec nous depuis toujours, même si elle est fondée sur des blessures plutôt que sur notre essence véritable. Nous disons « je suis comme ça », comme s'il s'agissait d'une vérité immuable, alors qu'il serait plus juste de dire « je me suis construit ainsi à partir de ce que j'ai vécu ». La zone de confort la plus difficile à quitter n'est pas toujours un lieu physique ou une situation extérieure, mais cette identité que nous avons adoptée comme étant la nôtre. Nous résistons au changement non pas parce que nous ne souhaitons pas quelque chose de mieux, mais parce que tout ce qui s'éloigne de cette auto-image génère de l'incertitude. Face à des réussites qui contredisent nos croyances limitantes, nous cherchons des explications qui nous ramènent à ce que nous connaissons. J'ai eu de la chance. Ce n'était pas si difficile. C'était une exception. L'hémisphère gauche du cerveau, expert pour créer des récits cohérents mais pas toujours véridiques, s'occupe de protéger cette histoire, même si elle nous empêche d'avancer. Rompre avec cette dynamique demande du courage. Il faut remettre en question ce que nous avons appris, regarder avec compassion l'enfant que nous avons été et accepter la possibilité d'être différent. C'est seulement ainsi que petit à petit, l'histoire commence à changer. Un autre apprentissage que nous absorbons souvent dans l'enfance, sans que personne ne le dise directement, est celui de l'incohérence. Les figures d'autorité ont tendance à dire une chose et en faire une autre, et les enfants, avec leur grande capacité d'observation, le remarquent et l'intègrent. Même s'ils ne peuvent pas encore le formuler avec des mots, ils apprennent qu'il n'y a pas toujours de correspondance entre
ce qui est dit et ce qui est fait. Cette contradiction, loin de passer inaperçue, devient une partie de leur apprentissage émotionnel, générant une sorte de règle implicite. Ce que fait une main, l'autre ne doit pas le savoir. Neurologiquement, cette déconnexion a une explication. L'hémisphère gauche du cerveau, plus rationnel et logique, peut réprimer ou ignorer les informations provenant de l'hémisphère droit, liées à l'émotion, à l'expérience corporelle et à l'intuition. Ainsi, une personne peut agir de manière incohérente sans en être pleinement consciente. Il ne s'agit pas d'un mensonge délibéré, mais d'une incapacité à intégrer ce qu'elle ressent, pense et fait dans une même direction. Lorsque nous réfléchissons au concept de soi ou à l'image de soi, il est fondamental de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un élément unique, mais de plusieurs couches qui coexistent. D'un côté, il y a l'image la plus profonde, émotionnelle et non verbale, ancrée dans le système limbique, le ça et l'hémisphère droit. C'est là que réside l'enfant intérieur et l'ego parental. De l'autre, il existe une image de soi plus rationnelle et consciente, construite tout au long de la vie adulte et principalement soutenue par les lobes frontaux de l'hémisphère gauche. Ces deux versions cohabitent parfois en harmonie, mais souvent en conflit. Cela explique pourquoi, même si nous nous efforçons de construire une identité adulte sûre, rationnelle et autonome, les blessures du passé continuent d'influencer en profondeur. L'image de soi de l'enfant, nourrie par les premières expériences émotionnelles, reste vivante, conditionnant nos décisions, nos relations et la manière dont nous nous traitons. Comprendre cette complexité nous permet non seulement de poser un regard plus compatissant sur nous-mêmes, mais aussi d'acquérir les outils nécessaires pour commencer à intégrer ces différentes parties et avancer vers une identité plus cohérente et authentique. Quand nous parlons du concept de soi, nous parlons d'une structure complexe où coexistent plusieurs couches psychologiques et neurologiques, le ça primitif, l'enfant inconscient, l'ego parental, également inconscient, et l'ego adulte, qui agit depuis la conscience. La somme de ces parties, en interaction constante, constitue l'image que nous avons de nous-mêmes. Le récit élaboré par l'hémisphère gauche à propos de qui nous sommes est profondément influencé par les impulsions, sensations et émotions qui émergent de l'hémisphère droit et du système limbique. Le problème apparaît lorsque ces signaux émotionnels proviennent d'une blessure non résolue. Si l'hémisphère gauche reçoit des sensations du type « je ne vaux rien »,« je ne mérite pas d'être aimé »,« je ne sers à rien », au lieu de s'arrêter pour en explorer l'origine, il a tendance à les accepter comme des vérités incontestables. Il en résulte une interprétation rationnelle qui confirme ce manque de valeur, consolidant ainsi un récit intérieur déformé. C'est comme si l'esprit logique construisait une histoire autour de la douleur sans reconnaître que cette douleur est ancienne et ne reflète pas nécessairement la réalité présente. L'hémisphère gauche, dans sa quête de cohérence, ne remet pas en question l'origine émotionnelle de ces messages, mais les intègre dans le discours rationnel. Si je me sens comme ça, c'est que je suis comme ça. Ce manque de questionnement perpétue un concept de soi limité, appauvri par des croyances enracinées dans le passé mais toujours actives dans le présent. Prendre conscience de ce mécanisme est essentiel pour commencer à construire un récit intérieur plus sain et plus authentique. Ce n'est qu'en intégrant l'émotionnel et le rationnel, l'inconscient et le conscient, que nous pouvons véritablement commencer à transformer la manière dont nous nous percevons. L'hémisphère gauche, avec son besoin de structure et de contrôle, agit souvent comme un narrateur omnipotent. Il prend les sensations émotionnelles provenant du système limbique et de l'hémisphère droit,
celles qui naissent d'une douleur ancienne, d'un traumatisme non guéri, et sans les remettre en question, les transforment en vérité absolue. Tel un scénariste écrivant le script d'un film, l'hémisphère gauche crée l'histoire de notre vie sans se rendre compte qu'il le fait à partir de fragments du passé. Au lieu de s'arrêter pour explorer l'origine de ces sentiments d'insuffisance ou de dévalorisation, l'hémisphère gauche les justifie par des pensées comme « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas capable »,« je ne suis pas attirant »,« je n'y arriverai jamais ». Et comme ces interprétations semblent logiques, nous finissons par y croire. La pensée rationnelle devient alors un piège qui renforce la douleur au lieu de la guérir. Nous nous retrouvons ainsi face à un paradoxe. La partie de notre cerveau censée nous aider à comprendre et à évoluer renforce souvent un récit qui nous limite. Plutôt que de faire l'effort d'explorer ce qui se cache derrière la blessure, de se demander d'où vient ce sentiment d'inutilité, cette apparente maladresse ou ce manque d'amour de soi, le jugement prend le dessus. Il est plus facile de se coller une étiquette comme maladroit ou insuffisant que d'affronter le voyage profond et exigeant de la compréhension de soi. Pourtant, ce voyage est possible. La conscience et la curiosité en sont le point de départ, car nous ne sommes pas uniquement le personnage que l'on nous a raconté que nous étions. Nous pouvons aussi devenir l'auteur d'une nouvelle histoire. Beaucoup de personnes se plaignent de leur malchance en amour, se demandant pourquoi elles finissent toujours par s'attacher à ceux qui leur conviennent le moins. Ce que l'on ne comprend pas toujours, c'est que dans ce type de choix, c'est l'hémisphère droit qui agit silencieusement. Cet hémisphère profondément sensible aux signaux non-verbaux et aux schémas émotionnels appris dans l'enfance reconnaît, sans que nous en soyons conscients, certaines clés familières chez les personnes que nous rencontrons. Sans le savoir, nous pouvons nous sentir attirés par des individus qui, d'une certaine manière, nous rappellent les figures ayant marqué nos premières expériences relationnelles. Même si l'hémisphère gauche ne peut pas l'analyser, l'hémisphère droit capte des gestes, des intonations, des postures et des énergies qui évoquent ce qui nous est familier. Et puisque ce qui est familier, même s'il a été douloureux, nous semble rassurant, un genre d'élan automatique se déclenche vers cette personne. Dans certains cas, nous choisissons des figures similaires à notre ego parental, contrôlantes, absentes, critiques ou émotionnellement inaccessibles. Dans d'autres, nous cherchons l'opposé, quelqu'un qui incarne l'affection et la validation que nous n'avons jamais reçue. Ces deux réponses découlent du même désir profond de guérir. Le problème, c'est que si nous ne prenons pas conscience de ce mécanisme, nous continuons à répéter des relations qui renforcent nos blessures au lieu de nous aider à les réparer. Apprendre à reconnaître ces dynamiques nous permet de commencer à choisir autrement, à choisir depuis un lieu où l'intuition et la conscience travaillent ensemble et où nous cessons de chercher chez les autres ce que nous devons d'abord reconnaître et nous offrir à nous-mêmes de la reconnaissance, du respect et un amour authentique. L'une des situations les plus douloureuses dans la vie survient lorsque quelqu'un qui a été victime de maltraitance pendant son enfance devient, avec les années, celui qui inflige ce même mal à d'autres. Ce phénomène, que l'on observe chez des jeunes ou des adultes qui intimident ou maltraitent, reflète une tentative inconsciente de forcer les autres à ressentir la douleur qu'eux-mêmes n'ont pas pu exprimer ou traiter. C'est une manière de rechercher une reconnaissance émotionnelle, de dire sans mots « Regarde ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu ». Ces personnes, dans la majorité des cas, ne cherchent pas à nuire par pure cruauté, mais expriment une demande d'empathie profondément déformée.
Les victimes qu'elles choisissent sont souvent des personnes qui ne savent pas poser de limites claires, qui acceptent d'être traitées sans considération ou qui portent en elles des blessures similaires. Dans un retournement tout aussi tragique, ce n'est parfois pas l'ego parental qui impose la maltraitance, mais bien l'enfant blessé, qui cherche inconsciemment à la revivre. On choisit, sans le savoir, quelqu'un capable d'incarner la figure qui a tant fait souffrir dans le passé, dans l'espoir que, cette fois, la fin soit différente. Ce schéma se répète parce que le besoin d'amour et de reconnaissance ne disparaît jamais. Il suffit d'un petit geste de tendresse de la part de l'agresseur pour que la personne maltraitée accorde une nouvelle chance, croyant que la validation tant attendue finira par arriver. En pardonnant l'autre, on tente aussi de se pardonner à soi-même et de réparer ce vide resté ouvert. Les blessures de l'enfance influencent non seulement nos relations personnelles, mais aussi les environnements que nous choisissons. Il n'est pas rare de voir des adultes réagir avec des émotions intenses face à des situations en apparence insignifiantes. Et c'est que bien souvent, nous ne répondons pas au présent, mais à ce que ce présent réveille dans notre histoire émotionnelle. Un mot, un geste, un ton qui ravive la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé ou reconnu, peut déclencher des réactions démesurées. Quand une personne a grandi avec un sentiment de culpabilité, d'insuffisance ou de honte, elle finit par intégrer ces sentiments à son identité. Cette zone émotionnelle, bien que désagréable, devient familière et donc difficile à quitter. Sans même s'en rendre compte, certaines personnes recherchent des expériences qui confirment leur concept négatif d'elles-mêmes, générant encore plus de rejet, de douleur et renforçant la croyance qu'elles ne méritent pas d'être aimées. Elles confondent ce qu'elles sont avec ce qu'elles ont appris à être. Dans cet état, l'estime de soi est abîmée, et les sentiments de tristesse ou de solitude se dissimulent derrière la colère, la rage ou le ressentiment. La véritable essence de la personne, son potentiel, sa sensibilité, sa capacité à aimer, ne peut émerger que lorsque ces couches profondes de douleur sont guéries. Mais pour atteindre ces émotions de vulnérabilité, il est d'abord nécessaire de traverser celles, plus défensives et réactives, comme la colère ou la frustration. Ce n'est qu'en osant regarder avec honnêteté et compassion ces parties oubliées de nous-mêmes que nous pouvons rompre le cycle. Et alors l'enfant intérieur qui a attendu si longtemps d'être écouté commence enfin à guérir. L'une des réalités les plus complexes à affronter est celle où une personne ayant subi des abus dans son enfance finit, plus tard, par reproduire ce comportement envers les autres. Cela peut se manifester chez un adolescent ou un adulte qui, sans en être pleinement conscient, cherche à faire ressentir aux autres une détresse émotionnelle similaire à celle qu'il a lui-même endurée. Ce besoin de projeter sa douleur pousse parfois à exercer un pouvoir destructeur sur des personnes perçues comme vulnérables, souvent celles qui ne posent pas de limites claires et acceptent d'être traitées avec froideur ou mépris. Mais cette dynamique peut aussi s'inverser. Ce n'est pas toujours une figure intérieure autoritaire qui prend le dessus, mais parfois l'enfant blessé en soi qui cherche inconsciemment quelqu'un capable de raviver ses douleurs. On comprend alors que pour beaucoup, ce qui est familier, même s'il est toxique, a plus de poids que ce qui serait sain ou bénéfique. Le besoin inconscient de rejouer des scénarios connus l'emporte souvent sur le désir de bien-être. Imaginons la contradiction interne d'une personne qui désire de toutes ses forces atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves et avancer dans sa vie, mais qui sabote en même temps chacune de ses tentatives pour y parvenir. Ce combat intérieur est réel, profond et épuisant. Il trouve souvent son origine dans un concept de soi limité, qui agit comme une prison invisible, retenant talents, capacités et ressources
qui pourrait pourtant servir au bien-être et à l'épanouissement personnel. Lorsque cette image de soi commence à s'aligner avec la véritable essence de l'être, tout ce potentiel réprimé peut enfin se révéler. La clé réside dans la reformulation du discours intérieur à travers des affirmations qui reconnaissent à la fois les limitations humaines et la valeur personnelle. Quelque chose d'aussi simple et puissant que se dire « j'ai mes imperfections, mais je mérite d'être heureux, de réussir et de vivre une vie digne parce que je suis une personne précieuse » peut marquer le début d'un changement profond. Lorsque ce travail intérieur n'est pas fait, la pression émotionnelle s'accumule jusqu'à devenir un fardeau insupportable. Comme un volcan incapable de contenir sa lave, la personne finit par exploser. Cette éruption peut se manifester sous forme de colère, de frustration ou d'agressivité dirigée vers les autres, dans une tentative désespérée de libérer la douleur intérieure. Marshall Rosenberg appelait cela une communication suicidaire, lorsqu'on s'exprime non pour établir un lien, mais pour se décharger, quitte à blesser l'autre. Dans ce contexte, celui qui agresse ou domine les autres projette souvent son image infantile, activant son ego parental intérieur pour traiter les autres comme il a lui-même été traité. C'est une manière inconsciente de rejouer une histoire non résolue. Pourtant, reconnaître cette dynamique n'est pas chose facile. En général, la personne projette sur les autres ce qu'elle ne veut pas voir en elle-même. Une petite blessure émotionnelle, touchée sans intention, peut provoquer une réaction disproportionnée révélant l'intensité de la douleur accumulée. Très souvent, sans en avoir conscience, nous sommes nos pires ennemis. Nous attaquons notre image de soi, nous rejetons ce que nous voyons en nous, nous avons honte d'être ce que nous sommes. Et en rejetant cette partie intérieure, il devient impossible de la guérir. Mais aucun changement durable ne peut naître du rejet. Transformer l'image de soi exige d'abord de l'accepter telle qu'elle est, la regarder avec honnêteté, sans jugement, avec tendresse. Le processus de guérison commence lorsque nous cessons de projeter vers l'extérieur pour commencer à regarder à l'intérieur. Ce regard intérieur nous confronte à la colère, la rage, le ressentiment, des émotions qui protègent quelque chose de bien plus vulnérable, la tristesse, la peur, la solitude, l'impuissance. Ce dragon qui habite en profondeur n'est pas un ennemi, mais le gardien des parties les plus blessées de l'enfant intérieur. Si nous cessons de le juger, si nous l'accueillons avec compassion, nous pourrons atteindre cette part fragile qui ne souhaite qu'une chose, être écouté et aimé. Guérir le concept de soi signifie embrasser à la fois celui qui blesse et celui qui a été blessé. Ce n'est que par l'empathie, la compassion et le pardon qu'il est possible de reconstruire une image de soi plus authentique, plus libre et plus digne. Rejeter la douleur ne fait que la prolonger. La reconnaître et l'accueillir, voilà ce qui la transforme véritablement. Guérir la relation à soi-même n'est ni un chemin linéaire ni confortable. Cela implique de regarder en face les parties de notre histoire que nous avons voulu oublier, mais qui continuent d'influencer silencieusement chacune de nos décisions, nos liens et nos réactions émotionnelles. Le concept de soi, tel que nous l'avons vécu, a pu naître du jugement, de la peur et de l'abandon. Mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas être transformé. Ce n'est que lorsque nous osons reconnaître à la fois la blessure et celui qui blesse en nous que nous commençons à rompre le cycle. Guérir ne signifie pas oublier ce que nous avons vécu, mais le réinterpréter avec un regard plus humain, plus conscient, plus libre. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se souvenir de qui nous étions avant la douleur. Car au fond, nous aspirons tous à la même chose. Ressentir que nous sommes suffisants, que nous méritons l'amour, et qu'il est possible de vivre une vie plus authentique, de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne,
de laisser un like pour soutenir le projet et de partager en commentaire ce que tu en as pensé ou ce que cela a réveillé en toi. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Comment les mots façonnent ta réalité, développement personnel depuis la racine. Elle te montrera comment le langage que tu utilises chaque jour peut transformer ta manière de penser et de vivre.